Mon exposé va être un peu différent. Il va être différent, il va partir du constat, aujourd'hui, là où on en est, qu'il n'y a pas d'OGM. Alors, il s'adresse non pas à, pardon, le premier point, non pas à tous les animaux, ça aurait été trop compliqué. Je me suis centré sur les animaux d'intérêt agronomique, et parmi ceux-ci sur les ruminants, et parmi ceux-ci sur le bovin. Voilà quelle a été ma démarche. Et si j'ai fait ça, c'est parce que le constat est qu'on est dans une situation nouvelle pour ce qui est des animaux d'intérêt agronomique. Et c'est par là que je vais commencer. À la différence des plantes, aucune production issue d'animaux génétiquement modifiés n'a été commercialisée, alors pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation dans les élevages, à l'exception, une exception assez curieuse d'ailleurs, mais finalement peu importante, puisqu'il y a le marché du saumon modifié génétiquement n'est pas en train d'exploser au Canada. À part cette exception, il n'y en a pas. Alors on peut dire, oui, il y en a qui sont cachés, mais ça, à chaque fois, il faudrait aller vérifier et démontrer. Donc il n'y en a pas. Et pourtant, les animaux génétiquement modifiés, qu'ils soient animaux d'élevage ou souris, ont été modifiés dans les laboratoires pratiquement à la même époque. Et là, je rappelle, la souris en 1982, le bovin en 1990, avec le taureau Hermann, qui maintenant a fini sa vie naturalisée au conservatoire, au Muséum d'histoire naturelle de Leyde, aux Pays-Bas. Et puis, pour la transgénèse ciblée, qui nous rapproche là des questions que nous avons aujourd'hui, en 85, la bêta-globine avec Oliver Smithies, et en 91, l'alpha-1,3 galactosyltransférase avec Auschlitz, publié dans les PNAS. Alors après, bien sûr, il y a eu d'autres articles, mais des articles qui sont restés dans le domaine du laboratoire, ou pour une utilisation non agronomique, notamment l'exénotransplantation, ou l'utilisation d'animaux transgéniques pour produire des produits modifiés à des finalités médicales. Alors pourquoi cette situation? Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Le coût des techniques, qui était beaucoup plus compliqué à réaliser avec les cellules animales au départ et avec les animaux. La durée des expérimentations. Et puis, le point qui ressort, c'est que les populations animales auxquelles on s'adresse, quand on parle de porcs, de vaches, de cochons, de poulets, sont de fait des populations très différentes. Elles sont organisées de façon très différente. Et dans ces populations, c'est le tableau qui est indiqué ici, qui vient d'Étienne Verrier, qui est professeur à AgroParisTech. Si on rassemble les critères suivants, le coût d'entretien des animaux, la reproduction, c'est-à-dire la taille des descendants, l'intervalle de génération, et puis les types d'animaux qui sont produits en race pure ou en croisement, on arrive à une situation dans laquelle très clairement les animaux, vous voyez à gauche sur le équidé et bovin, sont des animaux qui ont un intervalle de génération qui est relativement long, qui est ainsi ici. Vous voyez, 7 à 12 ans pour les équidés, 5 à 7 ans pour les bovins, comparé à la volaille où il va être d'1 an et même moins maintenant. Autrement dit, le temps, il faut à certaines espèces du temps. Le second, c'est que la structure de la population va être différente. Par exemple, chez les bovins où les descendants les taureaux sont utilisés de façon très importante, avec des milliers de descendants, même si les choses ont changé maintenant, on a constitution à l'intérieur des populations de familles dans lesquelles les descendants d'un seul animal ont un poids important. Et la conséquence de cela, c'est que les formes d'organisation se sont adaptées à ça, avec leurs particularités. Alors, la particularité, voilà, c'est la dernière ligne ici. Chez les équidés, elle est individuelle ou collective, mais très peu. Chez les bovins, elle est collective. Chez les ovins caprins, elle est collective. Chez les autres espèces, elle est privée. Et le fait qu'elle soit privée fait que les informations qui sont disponibles en dehors de ces grandes unités privées et qui font un travail qui est réglementé, suivi, c'est pas là qu'est le problème, mais ne sont pas mises dans le public. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une seule espèce, les ruminants, les ruminants et parmi elles le bovin surtout, et puis caprins et ovins, très proches, pour lequel ce travail de sélection, on employait le mot tout à l'heure, c'est-à-dire de transmission par la lignée germinale de caractères, d'intérêt et de façon organisée, est connu du public. Et alors quand je dis public, c'est bien sûr pas tout le public, mais un public qui compte quand même, qui est celui des éleveurs.
Et le point est très clair, quand vous discutez avec les éleveurs des modifications génétiques, quand vous discutez de CRISPR, ils sont au courant bien sûr, la discussion s'engage à la fois sur la technique, mais ensuite très vite sur comment est-ce que dans l'élevage, CRISPR pourrait amener quelque chose. Et puis ensuite, la discussion s'arrête très vite parce qu'on dit mais de toute façon, nous ne pouvons pas envisager ça puisque déjà, en tant qu'éleveurs, nous sommes sous la cible d'autres types de critères qui est surtout la place de l'animal aujourd'hui dans les sociétés. Alors de cet ensemble-là un peu complexe, dans lequel il y a à la fois des données scientifiques, des données d'organisation, des données très sociales, des données même philosophiques par rapport à l'animal et l'égalité de l'animal avec l'homme et le développement du spécisme, comment est-ce qu'on peut avancer? Et donc j'ai, après avoir pas mal hésité, pris une démarche qui est celle de considérer qu'on était dans une démarche qui était plus, qui s'apparentait à la bioéthique qu'à l'éthique. Je m'explique, on est dans une démarche pour laquelle on est avec les animaux d'élevage, avec cette espèce bovine que je prends comme exemple, qui est finalement, pour lequel les données sont largement ouvertes, dans une situation qui est celle de se poser des questions nouvelles devant l'avancement des techniques et des données de la recherche pour l'utilisation de cette population. Alors le point qui permet de camper le décor de façon un peu plus complexe, c'est qu'en même temps qu'apparaissaient les modifications dont nous a parlé Pascal tout à l'heure, dans la même période, pour ces espèces-là, il y a eu un bouleversement total qui s'est produit à partir de 2009 avec le séquençage du génome des animaux d'élevage, des bovins d'abord, et puis ensuite, non, il y a les équins, ont été très vite aussi, équins, bovins, et puis après porcs, poulets et maintenant petits ruminants. Et la conséquence de cette arrivée du séquençage du génome, c'est que la sélection génétique, qui était un processus long, dans lequel les animaux étaient testés sur les performances de leurs descendants, et puis aussi des ascendants, à travers des matrices de corrélation qui prenaient en compte toute l'histoire, les performances de ces animaux, leurs caractéristiques d'élevage, déterminaient la valeur génétique. Et pour le bovin, dont l'intervalle de génération est long, ce processus prenait 5 ans, voire plus, entre 5 à 7 ans selon le monde d'élevage. Donc un système qui s'est installé depuis l'après-guerre, qui s'est installé avec la toute première technique qui est arrivée, c'est la congélation de la semence, et après-guerre, ça a été les syndicats agricoles, les jeunes agriculteurs qui ont demandé, qui ont plaidé pour la technique, avec derrière cette image que la technique allait et va sauver l'élevage familial. Donc dès le début, technique et décision politique sont associées, et dans le cas présent pour les bovins, ça a été porté par des éleveurs pour cet objectif de maintien de la population, les exploitations familiales. Alors la sélection génomique est arrivée, et l'action génomique change les choses, puisqu'elle consiste à évaluer les animaux à partir de nucléotides qui sont polymorphes, c'est-à-dire ces nucléotides dans une très courte séquence que l'on retrouve associés à des caractères, comme c'est indiqué ici, ces single nucléotide polymorphismes sont des marqueurs de la variabilité d'expression de gènes et des allèles qui vont participer à l'expression des gènes au sein d'un génome. Donc la sélection génomique s'est d'emblée appuyée sur quelque chose qui était abstrait pour les généticiens, mais qui était bien réel, la variation quantitative des traits de caractère d'un animal à l'autre, d'un élevage à l'autre, d'une population sélectionnée de descendants d'un taureau à l'autre. Et à partir de cette approche dans laquelle le gène n'était pas pris en compte, il était utilisé dans des modèles statistiques, et découlé par une organisation qui a été d'une efficacité et qui est toujours d'une très grande efficacité, l'utilisation de nouveaux outils très techniques dans lesquels les 50 000 polymorphismes nucléotidiques sont mis sur des lames et utilisés maintenant couramment dans les élevages pour pouvoir valider du point de vue génomique, valider le génotype à partir des caractères phénotypiques mesurés toujours dans les élevages. Donc c'est une évolution qui est de fait une révolution, puisque au lieu de prédire la valeur d'un animal à partir de ses descendants, on va la prédire à partir du jeune qui vient de naître, ou plutôt au moment où il est sevré. Au moment où il est sevré,
on va pouvoir, avec toutes les informations qui ont été stockées pour cette population, dire voilà quelle est la valeur, le génotype de cet animal, voilà quelle est la valeur, avant qu'il ait commencé à être effectivement travaillé dans les élevages. Alors je rappelle très schématiquement, je demande aux généticiens dans la salle de bien comprendre la démarche. Elle mériterait d'être beaucoup plus approfondie, mais là, pour faire comprendre que cette population animale, pour laquelle les objectifs sont partagés par les éleveurs, elle a recours à une population de référence. Ce sont des animaux qui sont à la fois génotypés et phénotypés. Et ces animaux, à partir de ça, on va calculer l'effet d'allèle marqueur, et ces effets d'allèle marqueurs vont permettre d'avoir des équations de prédiction de la valeur génétique à partir des seuls marqueurs génétiques, des seuls génotypes aux marqueurs SNP. Et cette démarche-là, ces populations de référence, est organisée par race. Par exemple, je prends ici le cas de la race Holstein, pour lequel la population est la plus importante, avec 4 millions de bovins en France. Et au niveau de l'Europe, il y a un consortium, Eurogenetics, qui travaille avec 12 millions de bovins dans cette population de référence. De là découle ce qu'on appelle les index, c'est la somme des effets de tous les segments chromosomiques tels qu'estimés dans la population de référence. Et on l'applique aux animaux sans données phénotypiques, mais typés à partir de cette puce à SNP. Et il y a environ 200 000 typages qui se font maintenant couramment dans les élevages. Donc un outil qui est très moderne et qui permet de faire, via la population de référence, le lien entre la variation des caractères et les génotypes des animaux. Alors cette organisation prend maintenant toute son importance et en même temps, avec la possibilité d'inclure des données moléculaires. Avec la dernière, il y a un projet, le 1000 Genome Project, la dernière release en 2019, montre que le génome bovin a 84 millions de SNP, c'est-à-dire une très grande variabilité qui est présente dans ce génome. Et cette variabilité de 80 millions de SNP, elle peut être utilisée. Elle peut être utilisée à condition qu'elle le soit avec méthode, ce qui est le cas dans la population bovine. Et ces ressources informatiques font que le coût de la sélection a diminué, puisqu'on peut maintenant, au lieu d'avoir les animaux en testage, les parents, les descendants, prendre 7 ans pour pouvoir les analyser, on peut le faire beaucoup plus rapidement à partir d'une population de référence. Et le coût ayant diminué, le phénotypage, les caractères phénotypiques, sont beaucoup plus précisément étudiés, une quarantaine et une cinquantaine environ, ce qui fait que les ressources génétiques animales, dans le cas des bovins, sont aussi des ressources informatiques et des ressources numériques. Et les deux sont en train de se rassembler dans des grandes bases de données. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, là, une réunion avec des chercheurs et des associations qui structurent l'élevage, qui ont posé cette question en discutant de l'utilisation commune de ces ressources informatiques et ressources numériques en faisant appel à des systèmes comme le système de blockchain. Autrement dit, une population d'éleveurs, avec bien sûr des compétitions entre eux, avec aussi des accords entre eux, ce qui s'appelle une coopération, coopétition, pour essayer de maintenir l'ensemble de l'édifice, et tout en ayant à faire face à des évolutions législatives au niveau européen qui ont tendance plutôt, en favorisant la liberté et qu'il n'y ait le souci de ne pas avoir de monopole, qui ont tendance à rendre plutôt centrifuge cet ensemble qui est unique au monde. Quand je parle de 12 millions de vaches de Holstein, c'est unique au monde, et qui est le plus avancé en Europe par rapport notamment aux États-Unis, où là, les techniques sont utilisées de la même façon, mais les populations de référence sont beaucoup moins importantes. Alors après cette première partie... 5 minutes, oui, non, mais j'allais vite maintenant. Mais il faudrait que la diapo passe. Voilà. Alors, je termine cette partie en mettant les méthodes de sélection génétique. Elles sont organisées aujourd'hui de la façon suivante. Je regarde la boucle est une boucle classique, et je mentionne simplement que la génétique des ruminants, elle concerne aujourd'hui 66 000 éleveurs, 230 structures techniques. Le budget est indiqué, et les ventes de semences d'embryons de reproducteurs pour 400 millions d'euros. Donc, c'est une activité économique qui, maintenant, avec CRISPR, se trouve devant les questions: pour quelle finalité pourrait-on l'utiliser ?
Elle pourrait être utilisée pour la création d'allèles de résistance, l'introduction dans un même génome de plusieurs mutations d'intérêt reconnues, l'introduction d'allèles d'intérêt et la réparation d'anomalies. Alors ces questions, elles ont fait aujourd'hui l'objet d'articles, mais qui sont des articles de recherche. On est encore un pied dans la recherche et un pied dans le début de voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser. Pour les bovins, le problème technique pour pouvoir développer, diffuser ces modifications, ces mutations, ne se pose pas, puisque la fécondation in vitro est déjà utilisée couramment depuis des années, et que les modifications de cellules in vitro et le clonage sont utilisées depuis maintenant 5-6 ans, pas en Europe, puisque l'utilisation du clonage n'est pas autorisée, mais à des fins en dehors de la recherche, hein, mais aux États-Unis par exemple. Alors, la démarche que j'ai prise, mais je vais aller plus vite, parce que maintenant que j'ai campé le décor, c'est simplement reprendre la suite de ce que j'avais dit il y a 2 ans, en pointant sur les avancées dans différents domaines. Création d'allèles de résistance des maladies à la tuberculose, un article d'une équipe chinoise dans lequel il y a eu un gros travail qui a été fait pour montrer que il a obtenu en venant muter le gène de résistance naturelle qui est associé au macrophage de la protéine 1, il a obtenu des animaux qui sont résistants qui sont une résistance partielle à la tuberculose. Il y en a au nombre de 10, et actuellement, ces animaux sont suivis, mais le fait que la résistance soit partielle fait que l'équipe, maintenant, va poursuivre dans cette voie-là pour arriver à avoir une résistance qui soit plus grande. Sachant que la pathologie est une pathologie qui est à gros risque. Il y a eu récemment en Normandie 300 ou 400 animaux qui ont été abattus, et en Chine, il y en a eu beaucoup plus l'an dernier. Le second va un peu plus loin, mais je vais passer dessus puisque j'ai été long pour présenter le décor. C'est l'utilisation de plusieurs cibles simultanément dans un génome. Là, les données qui existent en cellules sont des données qui sont de plus en plus convaincantes. J'ai juste indiqué ici, mais c'est très académique ce que je fais, l'article de Klein-Silver qui montre qu'avec le variant Cas2.1, on peut augmenter son activité et augmenter le ciblage pour toute une série de gènes, à la fois pour étudier aussi l'épigénétique et par l'édition de base. Donc un exemple qui montre que les avancées en cellules sont accessibles via le clonage chez les bovins, elles sont accessibles pour répondre à la question est-ce qu'on pourrait muter simultanément plusieurs caractères dans un génome dans le contexte que j'ai indiqué, avec les questions ce génome, si on l'introduit dans une population de référence, comment est-ce qu'on va pouvoir l'analyser, quelles vont être les références qui vont pouvoir être introduites. Je vais passer sur celui-là. Alors dans ce contexte, donc j'avais pris ces 3 exemples qui correspondent à comme disent les sociologues, une demande sociétale, les animaux ont mieux élever le bien-être animal, des produits qui soient avant tout le bien-être animal, et puis la santé des animaux. Alors dans ce contexte, quel est le cadre réglementaire aujourd'hui ? Ce cadre réglementaire, il est le suivant, un peu comme ce qui a été dit tout à l'heure pour les plantes, avec les pays, donc l'Argentine, est-ce qu'il y a besoin de régulation supplémentaire et quelle serait la base de ces régulations si le pays répond qu'il en faut ? L'Argentine, alors il y a 4 pays qui disent qu'il n'y a pas besoin de régulation supplémentaire, l'Argentine, le Brésil, le Canada et le Japon, avec des justifications différentes. Pour le Canada notamment, c'est que c'est un nouveau produit, et dans ce cas-là, il passe dans la procédure d'évaluation des nouveaux produits. Pour l'Argentine, c'est une question, l'argument est avancé, c'est de prendre des séquences longues, parce que les séquences longues vont provoquer moins d'off-target. Pour le Japon, à partir du moment où il n'y a pas de gène exogène, le Japon considère que ces techniques peuvent être utilisées. Alors des pays comme l'Europe, bien sûr, et les États-Unis répondent oui. Et pour les États-Unis, la démarche intéressante, et c'est par ça que je vais conclure, elle est intéressante parce que, à mon avis, mais ça pourrait discuter, je pense qu'il y a une inflexion de la façon dont la FDA traite cette question.
Elle le traite avec un plan d'action qui a été mis en place, qui est sous l'égide d'un Veterinary Innovation Program, pour lequel il y a eu une réunion en décembre 2018, donc toute récente, et dans lequel ce programme cherche à définir un cadre qui soit moderne et souple, et je pense que c'est deux mots qui sont importants, pour la sécurité des produits, tout en promouvant l'innovation. Donc comment avancer dans une situation qui est encore, où on avance au cas par cas, où il faut avancer en tenant compte de la situation qui existe par rapport à, notamment pour l'animal, la société, etc. Comment favoriser pour promouvoir l'innovation et comment dessiner ce cadre souple et moderne. Et puis sensibiliser le public aux nouvelles biotechnologies et accroître un engagement de la FDA avec tous les acteurs. Donc le schéma qui est ici, que je ne vais pas détailler, est un schéma qui montre comment est-ce qu'on va construire une relation nouvelle qui va avancer par rapport aux précédentes façons de fonctionner autour de cette question. La question qu'on peut poser en revenant donc chez nous, c'est que on est de toute façon, avec ce que j'ai dit depuis le début, face à une question qui est une question simple. Comment utiliser la transmission germinale dans les élevages avec des gènes édités? On peut la traduire d'une autre façon. Si on a une démarche qui, avançant au cas par cas, impliquerait des régulations, je ne sais pas pour la législation, mais des régulations qui soient souples, qui soient elles aussi adaptées, de mettre en place ce qu'on pourrait appeler des essais de plein élevage, avec derrière les essais de plein champ qui sont très différents et qu'avec l'élevage on ne peut pas faire. Mais le système que j'ai indiqué tout à l'heure est suffisamment structuré, la traçabilité est double, à la fois sanitaire et individuelle, le devenir des animaux est complètement suivi puisqu'ils peuvent à un moment donné intervenir avec les caractéristiques phénotypiques, rejoindre la population de référence. Donc tout cet édifice-là est tenu par les associations d'éleveurs, les coopératives, les unions de coopératives, les différents groupes techniques qui travaillent ensemble. Autrement dit, on pourrait résumer résoudre la question à la question suivante. Afin d'évaluer scientifiquement les conditions d'introduction volontaire de mutations germinales dans une population animale, tout en tenant compte de l'acceptabilité sociale de telle démarche, c'est l'élément important du contexte. Autrement dit, pour déterminer un seuil qui tienne compte à la fois de la marge scientifique de vraisemblance, et cette marge scientifique de vraisemblance, on peut la définir assez précisément à partir des données qui existent sur les bases de cette variabilité avec les SNP, et la marge sociale de tolérance, je ne sais pas, mais qui doit aussi pouvoir être utilisée si on associe les personnes qui sont capables de pouvoir apprécier cette marge de tolérance. Et là, je me réfère donc à une proposition faite, ce n'est pas une agronome, c'est une juriste, une grande dame, dans un ouvrage, et elle a écrit récemment dans le journal Le Monde. Cette démarche-là, je conclus, alors pour une position très personnelle, l'organisation collective de la sélection bovine en France permet cette démarche. Et si j'étais dans l'organisation collective de la sélection bovine, je ne sais pas si je pourrais parler de cette façon-là, parce que ça serait tout de suite interprété comme étant c'est les organismes qui se mettent en route. Alors que là, librement, en tant qu'académicien, et dans cette instance, voilà une proposition que je mets à la discussion, si elle est pertinente. Quelle réglementation permettrait pour être proposée à cette organisation qui aujourd'hui non seulement produit le lait et la viande que nous consommons, mais ensuite a une belle activité exportatrice. Merci. Je pense qu'il va y avoir des questions. Jean-François Bach. Oui, j'ai été très intéressé par votre exposé, mais également un peu surpris. Parce que moi, je ne connais pas les bovins, mais je travaille chez l'homme et la souris. Et chez l'homme, on n'est pas du tout arrivé à établir des corrélations claires entre des traits phénotypiques et des SNP, ou même des ensembles ou des associations de SNP. Le GWAS s'est trouvé très décevant. Si on prend des critères, même phénotypiques simples, comme la taille ou l'index corporel, on n'arrive pas du tout à trouver des gènes SNP informatifs. Et pour les maladies complexes, c'est la même chose. Alors, et pour la souris, on a des souches pures, on peut donc travailler de façon plus simple. C'est pareil. Alors, comment expliquez-vous ces différences entre les bovins et ces autres espèces de mammifères ?
Ce n'est pas une différence au niveau du génome, c'est une différence sur la façon d'appréhender le génome en utilisant ces SNP comme des marqueurs. Les mutations causales en élevage bovin, puisque ça a été l'exemple, il y en a très peu qui sont connues. Il y en a de plus en plus, mais il y en a très peu. Donc ces mutations causales ne sont pas connues, c'est celles-là, bien sûr, qui sont importantes. Mais dans ces populations, si on utilise ces marqueurs et ces dizaines de milliers de marqueurs, on arrive à avoir une précision suffisamment grande de la valeur génétique de ces animaux à partir des index. Et cette valeur génétique, c'est celle qui, en étant diffusée, permet de réaliser la qualité des différents génotypes. Mais il reste quand même vrai que chez l'homme, ça a été beaucoup étudié pour les maladies, évidemment, et que ces associations de marqueurs, avec une approche qui n'est pas très différente, a échoué. Donc c'est intéressant, je pense que ça mériterait d'être approfondi. Peut-être que vous avez trouvé des méthodes d'évaluation génétique que les généticiens de l'homme n'ont pas trouvées. C'est possible, mais il y a une vraie différence. Vous en êtes conscient, je pense. Alors, il y a une différence aussi dans la structure de la population de bovins. Il y a une différence importante. Actuellement, avec la génomique, un taureau avant, il était utilisé pour des dizaines, des centaines de milliers de fois, avec l'apparition d'anomalies génétiques qui apparaissaient un seul coup dans les élevages. Aujourd'hui, il est utilisé 400, 200, 400, 500 fois. Je ne crois pas qu'on ait cette situation chez l'homme. Je n'ai pas accaparé la parole, mais disons que votre argument ne tient pas chez la souris. D'accord, oui, mais la structure... On n'a pas les recombinant inbred chez le bovin, pour avancer sur ces caractères. La population est gérée différemment. D'autres questions? Oui, madame, au bout. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Alice Moukakanouire fait partie du public venu assister à la conférence. Alors, je voulais savoir si dans le monde animal, il n'y a pas une sorte de protocole d'Oviedo équivalent à ce qui se fait pour le monde humain, qui pose certaines limites à ce qui est faisable, par exemple sur des lignées de cellules germinales, pour ce qui est donc de la recherche sur le génome. Donc ensuite, j'avais une deuxième question, peut-être pour tous les orateurs qui sont précédents. Je voulais savoir pour ce qui est de ces nouvelles technologies de ciseaux moléculaires sur le génome. Donc je voulais savoir si il y en a certaines qui sont, qui peuvent être utilisées in vivo sur des organismes vivants, ou tout se fait actuellement en laboratoire. Donc ensuite, une sous-question, donc à la deuxième question. Oula. Je voulais savoir si ces nouvelles techniques, il y en a qui sont réversibles, tout simplement. Si, par exemple, quand on découpe le génome... Je pense qu'on va laisser monsieur répondre d'abord. Hein. Oui. La première question, Merci. excusez-moi, je vous suivais. Alors, vous avez évoqué donc la manipulation des cellules germinales, des lignées germinales, et je me suis posé la question de savoir s'il y a des limites, peut-être pour le monde animal, de ce qui est faisable ou n'est pas faisable sur le génome, sur les gamètes. Oui, pour les cellules germinales, alors les cellules germinales, les spermatozoïdes sont très étudiés avec des résultats qui sont pas qui vont apparaître, sur lesquels, quand on regarde une population, si on prend les espèces bovines qui sont organisées par race, et si on compare le patron de méthylation de l'ADN, d'abord globalement, puis ensuite en précisant entre deux races différentes, on s'aperçoit que ce patron n'est pas le même en s'adressant à partir des spermatozoïdes des mâles. Et on s'aperçoit que ce patron de méthylation ne varie pas trop avec le temps sur la durée d'utilisation, mais est différent selon les races et différent aussi selon la face, là où sont utilisés les animaux, les conditions d'élevage. Donc ça, c'est des premières données. Sur la lignée germinale en remontant, non, il n'y a pas de travail de fait. Et ces données-là exploitent des produits qui sont des produits utilisés par l'ensemble de la filière pour pouvoir avoir une sélection de l'ensemble des animaux. Alors, ensuite, l'autre question, c'était le... D'accord. On a parlé de réversibilité, c'est-à-dire faire des mutants de mutants, d'après ce que je comprends.
Oui, faire des mutants, donc c'est... oui, bien sûr, oui, mais c'est à condition de connaître plus les mutations.